Chers amis, bienvenue. Je suis Michel Lano, directeur de publication de Livre Hebdo, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du webinaire organisé par les équipes du prix du Livre d'Art qui a été remis à Ajaccio le 25 juin dernier. Ce prix récompense une sélection d'ouvrages particulièrement singuliers et publiés à l'occasion d'expositions et de productions éditoriales dédiées à la scène artistique. Ce webinaire, qui est une coproduction de Livre Hebdo et de Connaissance des Arts, est animé par Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, qui réunit autour de lui Pascale Le Torel, directrice des éditions de l'École des Beaux-Arts de Paris et responsable du groupe Art et Beaux Livres du Syndicat national de l'édition, Philippe Costamagna, historien d'art, président et directeur du Palais Fèche Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, et enfin Daniel Mitchell, libraire et directeur du département Beaux-Arts de la librairie Galignani. Je vous souhaite un excellent webinaire et un voyage des plus passionnants au sein de la scène artistique et culturelle et la découverte de livres tout à fait exceptionnels qui ont été sélectionnés avec un jury des plus prestigieux. À bientôt, bon webinaire. Bonjour à tous et merci Michel pour cette introduction. J'ai la lourde tâche donc d'animer ce webinaire, d'animer cette discussion qui va nous intéresser puisqu'on va parler du livre d'art et du catalogue d'exposition. Alors avant de parler des lauréats, des résultats, on va d'abord s'attarder sur l'organisation de ce prix, quelle est l'originalité de ce prix et surtout quel est le jury, comment cela a été monté et comment s'est passée cette réception à Ajaccio. Alors commençons avec Pascale Le Torel. C'est quoi l'origine de ce prix et à quoi sert-il ? Alors, l'origine de ce prix trouve sa source dans les activités du Syndicat national de l'édition, dont je préside le groupe Art et Beaux Livres, qui, depuis les années 80, met en place des opérations autour du livre d'art pour le soutien à la librairie et aux éditeurs. Dans ce cadre, pendant des années, il y a une opération qui s'appelait le Mai du livre d'art, qui récompensait au mois de mai les plus beaux livres. Et ce prix trouve son origine dans cette histoire. Avec le temps, les libraires, notamment le syndicat de la librairie française, auquel nous sommes associés pour une longue réflexion autour de cet accompagnement, les libraires ont souhaité un décalage dans le temps. Donc nos opérations se passent plutôt au mois de décembre et de janvier dans le cadre du soutien à la librairie. Nous organisons à ce moment un prix de la plus belle vitrine et les libraires, dans le cadre d'une opération qui s'appelle « J'aime le livre d'art », dans lequel s'inscrit ce prix et pour lequel nous sommes en partenariat notamment avec Livre Hebdo et avec la revue Connaissance des Arts. Merci Guy Boyer. Et donc dans ce cadre, donc, nous organisons la présentation, donc la publication de cette revue annuelle qui est insérée et donnée aux 45 000 abonnés de Connaissance des Arts, mais aussi à près de 400 librairies partenaires France et étrangers. Donc, dans ce cas, nous organisons un concours de vitrine, un prix des libraires et différentes opérations qui culminent avec la remise du prix du livre d'art à Ajaccio. Donc l'idée, c'était d'avoir une saisonnalité sur l'année et de regrouper sous cette appellation « J'aime le livre d'art » de multiples opérations. Alors Pascal, je me permets de t'interrompre. Au départ, ce prix n'était pas à Ajaccio, non ? Il a commencé ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Il a commencé ailleurs. Il a commencé dans cette bonne ville de Perpignan, dont Dali avait dit qu'elle était le centre du monde. Et ça nous paraissait justement une très bonne idée. Le Centre méditerranéen de littérature, qui organisait différentes opérations, était venu nous chercher. Et j'ai remis le prix quelques années à Perpignan. Pour des raisons politiques auxquelles ni le syndicat ni le groupe Art ne souhaitaient s'associer, nous avons décidé, il y a 3 ans, de trouver un autre endroit et d'autres partenaires. Il s'est trouvé que Michel Léca, qui organise et qui préside les rencontres littéraires d'Ajaccio, je l'avais rencontrée à Perpignan, qu'elle m'a téléphoné
et que nous nous sommes retrouvés pour un dîner inaugural de toute cette merveilleuse histoire avec Philippe Costamagna dans un restaurant qui se trouve non loin d'ici. Et voilà. Alors, Donc, on va je vais laisser peut-être la parole à Philippe, justement, pour qu'il nous explique. Alors maintenant, Ajaccio est devenue la ville du livre d'art. Alors, il faut le dire, comme c'est une histoire de confinement. Parce qu'on marchait, on n'habitait pas loin les uns des autres et on travaillait. Pascal venait travailler, la seule d'ailleurs à l'école des Beaux-Arts, elles n'étaient pas nombreuses. Et donc on se réunissait dans le jardin avec des laissez-passer. Et à distance. Et à distance. Ouh là là, oui. Et alors donc, vous imaginez le transfert jusqu'à Et alors Ajaccio. Michel Léca a dit, j'ai une idée formidable, est-ce que tu veux récupérer le prix du livre d'art que je mettrai dans mon festival Racines de Ciel? Je dis oui, mais comme c'est au musée, il faut qu'on ait qu'on ait, disons, ce que je voulais, c'est avoir un jury du plus haut. Et surtout, au départ, l'imprimature de l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA. Donc, Éric de Chassé, qui en est le président, a absolument donné son avis, parce que il fallait comprendre pourquoi l'INHA n'avait pas de prix de livre d'art, ce qui n'est pas tout à fait logique, même si et du coup, il fallait un jury, on était d'accord là-dessus, qui soit des gens spécialistes dans leur période, des hommes, des femmes. Oui, une parité absolue. Ça. Et donc, des hommes, des femmes, et qui soient tous des gens capables de pouvoir juger de la haute antiquité à nos jours. Oui, c'est ça, il fallait une polyvalence très importante, une curiosité très large. Parce que, voilà, une curiosité encyclopédique de la part et de connaître l'histoire de l'art, puisque quand même ce que vous défendez, c'est ça. On connaît des gens absolument formidables qui sont un peu trop spécialistes dans leur période. Parce qu'il y a des gens qui aiment certaines choses et qui n'aiment pas l'art contemporain. Il fallait des gens absolument ouverts à tout. Et d'ailleurs, on le ressent quand on a nos réunions de jury. Ce sont des gens qui sont même plus capables parfois, qui parlent plus facilement des autres périodes que leur propre période. Alors pour leur propre période, ils disent non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On n'est pas capable de juger toujours de la qualité de la recherche. Et ce qui était important, c'était pour moi que ce soit aussi des beaux livres, certes, mais aussi l'important c'était la qualité de la recherche. Ce sont des livres d'histoire de l'art, d'archéologie. Est-ce qu'il faut mélanger l'histoire de l'art à l'archéologie? Pour moi, c'est un tout, et donc... La réunion se fait chez vous, à Ajaccio? Non, la réunion c'est à Paris. Le jury se réunit. À Paris, examine toutes les propositions. Musée après musée. Musée après musée ou institution, on a commencé à l'INHA. On a commencé à l'INHA, on était au Beaux-Arts l'année dernière, on est à Guimet cette année, nous serons au Louvre l'an prochain. Voilà. Et alors, une fois donc la sélection faite, la remise est faite à Ajaccio. La remise est faite à Ajaccio. Alors, c'est complètement porté par la ville d'Ajaccio qui donne le prix, qui paye le prix, parce qu'il y a quand même, pour le lauréat du prix du livre d'art, un prix de 3 000 €. Et pour ce qui est du prix du catalogue d'exposition, vu que généralement, il y a plusieurs commissaires ou le commissaire... Enfin, difficile de donner à une personne précisément. Alors, on fait un panier de produits corses. Ah, voilà. Généreux. Un beau panier. Remis à tous les intervenants de ce catalogue. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils font une fête avec ce panier. Enfin, c'est une... Je vais faire une petite incise, en fait. C'est formidable qu'on ait pu doter, que Philippe ait pu doter ce prix, parce que en matière de littérature, quand on reçoit le Goncourt ou le Médicis, l'auteur est rémunéré de fait et a un prix indirect parce qu'il y a des ventes, et donc il a des royalties. En matière d'art, bien souvent, les auteurs sont rémunérés de manière forfaitaire lors de la commande de l'ouvrage par l'éditeur, ou ce sont des conservateurs qui le font dans le cadre de leur métier et donc ils n'ont pas plus de rémunération. Et de toute manière, les ventes ne sont jamais suffisamment importantes pour qu'ils soient récompensés comme on peut l'être lorsqu'on a un prix littéraire, même moindre que le Goncourt ou que le Médicis. Donc c'était très important de penser à doter pour que les auteurs soient justement récompensés. Voilà, et alors donc on a voulu
Enfin, on a voulu donc des gens extrêmement Pointus, ouverts, des oui, trucs, et on s'est ouverts, curieux. et on s'est retrouvé avec un jury de grande qualité, finalement. Qui veut me parler du jury, d'ailleurs? Ça serait bien qu'on précise un peu quel était le jury de cette année. Pascal, peut-être, Alors, est-ce mais que je tu vais te parler souviens de des- tout le monde? Je vais parler des femmes et tu vas parler des hommes. Ah ben voilà, puisqu'il y a la On va faire parité, un donc truc c'est très de bien. parité, Alors, voilà. Donc en fait, dans le jury, nous avons Laurence Descartes, qui est entrée dans le jury du temps où elle était au musée d'Orsay, mais qui aujourd'hui maintenant la présidente du musée du Louvre. préside le Louvre, le musée du Louvre. Nous avons Marie-Christine Labourdette, qui est la présidente du château de Fontainebleau. Et quand elle est rentrée, Elle était à la Cité de l'Architecture. Nous avons Sophie Macariou, donc la présidente du Musée des Arts Asiatiques Guimet, et Marielle Pic, qui était, quand elle est rentrée, conservatrice générale au Louvre, en charge des antiquités orientales. Absolument. Voilà. et alors, côté masculin, Et alors, elle oublie la présidente. oui, et la présidente, bien Alors, la évidemment, Pascal présidente, Notorel. Oui, alors la présidente est Michel Leca, donc, qui est également présidente mais des toi- rencontres Mais d'Ajaccio, toi, tu et es la Albert présidente Dichy. du prix du Oui, jury. moi je suis la présidente du jury, Très bien. lui le vice-président du jury. Alors, Voilà. côté homme, Et Albert qui Dichy, avons-nous à ne dans pas le oublier. jury? Qui avons-nous dans le jury? En homme, nous avons Éric de Chassé, Le président donc de l'INHA, de l'Institut national d'histoire de l'art. qui représente l'art moderne. Mhm. Nous avons Jean de Loisy, qui était là pour présenter la création contemporaine. Donc l'ancien directeur de l'école des Beaux-Arts. Voilà. Et après, en descendant, nous avons Sébastien Allard, qui est le président, non, le directeur du département des peintures du musée du Louvre. et Philippe Morel. Morel, qui est professeur à Paris 1, qui représente un peu la Renaissance. D'accord. Donc on le voit bien, tous permettent de couvrir le spectre Absolument. complet de ce champ d'action qui est le nôtre, qui va de l'Antiquité à la création la plus contemporaine. Tout à fait. Et Albert Dichy, qu'il ne faudrait pas oublier, Surtout pas. qui est le conseiller littéraire des rencontres Mhm. d'Ajaccio et qui est également donc, le conseiller littéraire, membre du jury du prix du livre d'art. D'accord. Alors, je voudrais poser une question à Daniel, quand même, qu'on n'a pas encore entendue. Quelle est l'importance d'un prix pour un libraire comme Galignani? Et je peux vous dire que non, les représentants commerciaux arrivent avec parfois des petits macarons, vous voyez, pour Oui, que je récompenser, colle, oui. récompenser le livre. Et ça me permet de savoir en tant que libraire l'importance, parce que même nous, parfois, on n'a pas cette information. Vous voyez, ça passe inaperçu. Donc, d'ailleurs, je vous invite, et c'est intéressant cet exercice, parce que il faut qu'on travaille tous. Nous, on est le bout de la chaîne, n'est-ce pas? On est un petit peu le vecteur qui incarne tout ce travail qui est énorme que vous faites. Et non, ça peut, nous, si le travail est fait d'une façon un peu plus avec une intelligence commune, oui, ça pourrait avoir une incidence, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, très honnêtement. Cette année, ça va changer. Vous allez voir, J'espère, il va y avoir un j'espère, raz-de-marée dans les librairies grâce à nous. Non. Oui, alors en tout cas, je pense peut-être, bon, la librairie Galignani, c'est une librairie parisienne formidable qui a un choix tellement incroyable, une véritable connaissance. Mais en région, non pour des spécialisées, librairies non spécialisées, pour je ça. pense que c'est important. Et par ailleurs, pour les bibliothéques qui vont commander les ouvrages, Tout à les fait. bibliothécaires sont tout à fait à l'écoute de ces informations et Bien ça sûr. permet de rebondir et surtout de communiquer. bien sûr. Tout à fait. Alors, Oui. peut-être qu'il faudrait dire quand même au moins ce qui nous anime. Pourquoi on a envie de défendre ce livre d'art? C'est quoi un livre d'art pour vous? Est-ce que Pascal, tu as une définition qui dirait un peu quels sont les ingrédients pour faire un bon livre d'art? Alors, ça, je ne sais pas, je vais laisser Philippe plutôt répondre. Ah, alors, pour l'historien moi, de l'art, qu'est-ce qu'il dit, voilà, l'historien parce que de l'art? Moi, j'ai des Alors, livres de c'est- mais c'est- passion, mais un bon livre d'art. Mais passion, c'est on déjà n'a pas mal. On n'a pas la même définition tous les deux. Ouais. Voilà, c'est-à-dire Non, que mais le mot Philippe de est beaucoup passion est plus bien, sur la Pascal. spécialité. Et pour moi, un livre de passion va être un livre qui va tout autant pour moi être un bon livre d'art qu'un livre avec quelque chose de très scientifique. De toute manière, de par les fonctions que j'exerce de représentation des éditeurs d'art, c'est tout le spectre, c'est-à-dire c'est des livres qui s'adressent tout autant à un grand public. Oui. On en aura un exemplaire dont on parlera tout à l'heure, et qui sont
qui peuvent intéresser le plus grand nombre et qui ne seront pas toujours très, très spécialisés, mais ça peut être de très, très belles images, ça peut être une promenade, ça peut être aussi la passion justement d'un auteur, d'un architecte, d'un designer, même voire d'un musicien qui se traduit dans la mise en page et dans une présentation. Et surtout, un beau livre d'art, c'est aussi des images. C'est un très beau travail de photographie, d'iconographie, d'accompagnement, en su du texte. Est-ce que la maquette est importante? La maquette est très importante. D'ailleurs, je pense, on y reviendra, que les trois Bien sûr, livres parce que qu'on nous va avons analyser primés tout ça, hein. sont un véritable travail de maquette très particulier et qui d'ailleurs va à l'encontre peut-être de ce qu'on nous dirait être la mode d'aujourd'hui ou les tendances actuelles, qui serait de faire du livre moins cher, qui serait de faire du livre de plus petit format, etc. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui a été retenu par le jury. Donc la maquette, elle est essentielle dans l'art, mais la maquette est un art. Oui. Alors, C'est là où on voit la particularité de ce prix et la particularité du livre d'art, c'est qu'il y a tout ce que vient de dire Pascal, qui est absolument vrai, et en plus ce qui compte aussi pour les libraires et pour les acheteurs, parce qu'il ne faut pas les oublier qu'il y a des gens qui achètent à la sortie, au bout de la ligne. Mais l'idée de ce prix, c'est justement de ne pas non plus primer les coffee table books. C'est-à-dire, ce qu'on compte, on prend tous les éléments dont vient parler Pascal. le sujet, l'auteur, la recherche, Et la nous, maquette. la maquette. Et en plus, on prend l'importance de la recherche scientifique. Oui. Parce qu'il y a des gens qui travaillent souvent des années, 3, 4, 5 ans parfois, enfin, qui sont en Toute une équipe. vie, Oui. Toute parfois. une vie, toute sur une un vie. sujet, oui. Et donc, on regarde aussi la qualité de la recherche. Parce qu'il y a certains livres, on va en nommer aucun, qui sont parfaits. Les textes, il y a des textes qui sont très bien. Et il y a un petit truc qui manque. Qui manque. Et c'est ça qui fait Mhm. que de la qualité de ce jury qui peut donner son avis sur... Et que dit le libraire? C'est quoi pour vous un Justement, bon livre d'art? Cette petit truc qui manque, justement, je définis, et ce n'est pas une coquetterie de ma part rhétorique, je pense que les livres, ils ont une vie propre. Vous voyez, je peux faire une pile, je peux mettre en avant, je peux coller un macaron, je peux penser, si dans la production, ça coûte 39 ou 45 euros. Tous ces aspects tangibles existent, ils sont réels et comptent, certes, mais il y a le format. Un livre d'art est avant tout un format, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que il y a un livre récemment qui a été fait, est-ce qu'on peut citer un autre livre qui n'est pas là? Bien sûr, bien sûr. Oui. Lettre à Camondo de Edmond de Waal, Val de l'artiste, oui. qui a été fait par une maquette merveilleuse d'Anaïs Longcrénon, qui fait d'autres livres aussi d'art. Et ce livre-là, Edmond de Waal, j'ai rencontré, il m'a dit qu'il préfère cette édition à l'édition anglaise, vous voyez, en étant une traduction. Donc, comme quoi, oui, c'est son travail. Il y a ce livre d'art qui dépasse le livre d'art, qui est au-delà, il y a une transcendance là qui n'était pas prévue par les chercheurs, par Oui, bien sûr. le maquettiste, c'était voulu un bon livre, mais il a une vie propre. Et je crois beaucoup, et encore une fois, c'est pas un romantisme de ma part. Le livre, il a d'ailleurs ces livres, tous ces livres-là, quelques-uns ont eu un très grand succès En chez librairie. nous, en librairie, particulièrement chez nous, pas particulièrement pour la qualité, pas pour l'aspect. Vous voyez, le Miroir, par exemple, c'est un livre sévère, exigeant, très scientifique. Il y a eu un énorme succès de vente. Oui. Donc, comment Mais est-ce que c'est pas le expliquez-vous? sujet qui l'emporte, là, en l'occurrence? C'est le sujet qui est quand même un sujet un peu inédit. Certainement, et c'est un Parce que livre la maquette est quand même parfois un peu aride, comme un vrai très, livre très, d'art très sérieux. très aride, C'est fréquent. très, très sévère et très daté, parce que bon, cet éditeur tient à cette Maquette. maquette toujours Qui a très- raison d'être. Hein. Oui, oui, bien Bien sûr. sûr, Défendre, c'est- je comprends et c'est tout à fait juste, mais voilà, ce petit quelque chose-là qu'on ne saisit pas, impondérable, c'est la vie propre d'un livre et nous, on peut les défendre, on peut penser avec tous les paramètres qu'on croit importants, mais il y a cette vie-là qu'il faut tenir en compte et qu'on ne saisit pas et qu'on n'arrive pas à la dominer, je pense.
Alors, venons-en. Non, juste une chose. Philippe, vas-y. Il faut savoir qu'on a reçu beaucoup de livres cette année. alors. Oui, il faut remercier les éditeurs qui Voilà, s'intéressent d'accord. vraiment à ce prix. Et ils ont et envoyé on a- 70 Oui, livres. oui, 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 Ça, oui, c'était on a vraiment reçu, énormément. Alors, large parmi choix. ces 70 livres, il faut quand même en arriver au fond de la question, qui sont ceux qui ont été remarqués. Alors, n'oubliez pas qu'il y a deux catégories. Une catégorie catalogue d'exposition, nous y reviendrons après, et une partie livres d'art, qui sont des livres indépendants de toute exposition, de toute monstration d'œuvres d'art, mais qui sont souvent le fruit de recherches, on le disait tout à l'heure, plutôt très longues. Alors, le premier de la catégorie livres d'art, c'est justement Tromper les yeux dont vous parliez, miroir au XVIIe, XVIIIe siècle principalement. Et c'est un livre, alors j'avais noté quelques petites références quand même qu'il faut préciser, parce que ça compte vraiment pour l'édition du livre d'art. D'abord, il a eu le soutien du prix Bruno Pons, qui était un historien d'art aujourd'hui disparu, et sous l'égide du Comité français d'histoire de l'art. Donc ce sont des choses qui sont très importantes pour la faisabilité d'un livre, qui est des aides financières. Donc quand on peut le faire, essayons de le souligner. Alors le livre lui-même, et Philippe va nous parler du livre un petit peu, parle à la fois du matériau, le miroir, la glace, comment sont nés les miroirs au XVIIe siècle, et même d'abord à la Renaissance, les glaces françaises, les cabinets des glaces, puisqu'on en a un que tout le monde peut admirer aujourd'hui à l'Hôtel de la Marine, et puis aussi tout ce triomphe de l'illusion que représentent les miroirs. Alors, comment tu jugerais ou comment t'es apparu ce livre qui est paru aux éditions Faton? Alors, effectivement, c'est un beau livre, un peu classique, mais la recherche de Sandra Bazin-Henry est assez exhaustive, c'est-à-dire elle a essayé de parler des plus importantes galeries Avec des miroirs. avec des miroirs et voir la totalité, parce qu'elle va plus loin, elle va aussi dans le miroir, dans les pièces des palais, elle va dans le rôle du miroir, dans la décoration et donc elle est partie sur toute. Alors elle part très tôt parce qu'elle part sur le fait du miroir dans l'histoire de l'art, ce qui est très intéressant en parlant des époux Arnolfini de Van Eyck ou le miroir de Caravage, enfin des tableaux de la Barberini et donc en plus les reproductions sont très belles, ce qui n'est parfois malheureusement on sait qu'aujourd'hui il peut y avoir des problèmes avec certaines technologies. Ça peut arriver. Et donc, c'est un livre extrêmement sérieux, édité, je veux dire, bien suivi. édité, oui. Je veux dire, suivi. Donc, un livre sérieux, de bonnes recherches. Avec des bonnes recherches, les notes avec un appareil de notes, qui ne sont pas gênantes en plus. Il ne faut pas que l'on non plus que ce ne soit plus qu'un livre de notes à la sortie. Enfin, donc voilà, c'est un très très beau livre, classique. Mais le premier, donc, de nos 6 de la sélection. Le deuxième, on passe au deuxième, qui est la peinture impressionniste et la décoration. Je crois que de toute façon, les couvertures des livres s'affichent à l'écran, donc c'est facile pour vous d'arriver à suivre, d'un auteur très important, qui est Marine Kiziel, et publié aux éditions du Passage. Je voudrais en dire 2 mots, parce que ça me tient très à cœur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une exposition qui vient de s'ouvrir à l'Orangerie, qui s'appelle la peinture impressionniste, ou le décor impressionniste, qui est fait par 2 commissaires d'exposition, mais il n'y a pas Marine Kiziel dans cette affaire. Elle n'apparaît que comme auteur dans le catalogue. Et donc, ce livre est donc antérieur à l'exposition, donc il est important de le souligner, que c'est un travail de recherche, que l'exposition aujourd'hui s'est basée sur cette publication des éditions du Passage, et que du coup, c'est intéressant de dire, avant le catalogue de l'exposition, il y a d'abord ce travail de recherche publié aux éditions du Passage et qui parle d'un sujet complètement inconnu, qui est comment les artistes impressionnistes ont véritablement eu des commandes décoratives. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué, puisqu'on parle toujours des peintres du Second Empire contemporains des impressionnistes qui ont reçu les commandes officielles pour les mairies, pour les grands salons, l'hôtel de ville. Et là, en l'occurrence, on souligne les commandes privées, et ça va de Cézanne jusqu'à Pissarro, œuvre d'ailleurs qu'on retrouve dans l'exposition. Donc moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre et pour les éditions du Passage qui ont fait donc un très bon travail. Le troisième livre, c'est Les porcelaines chinoises, alors qui est un gros volume. C'est Porcelaines chinoises du Palais de Santos,
publié aux éditions Liénard sous la direction de Claire Deléry et Wei Xiangzhao. Donc c'est un travail qui est exceptionnel, qui nous a vraiment beaucoup plu, et c'est pour toutes les raisons qui sont à la fois, c'est un très beau livre, avec des très belles illustrations, exhaustif. Ils ont étudié porcelaine par porcelaine. Il faut savoir que c'est le décor du Palais dos Santos, qui est aujourd'hui l'ambassade de France à Lisbonne. Et qui a un plafond chinois qui fait comme une pagode, où il y a toutes ces porcelaines d'exportation qui ont été des bleus et blancs. Et c'est une volonté, en fait, le Palais dos Santos dépend, enfin ce salon surtout, dépend du musée Guimet. Et donc là, c'est Sophie Macariou qui a lancé une étude avec le soutien de l'ambassade de France et un grand nombre de personnes qui ont travaillé, c'est-à-dire des spécialistes chinois, des Portugais, tout ça sous la direction de ces deux auteurs que tu viens de citer. Et donc voilà, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a des pièces assez exceptionnelles quand on le voit. Et évidemment, le travail de recherche, c'est un travail qui est de très longue haleine et absolument abouti. Très bien. Alors, le 4e livre, on va demander peut-être à Daniel de nous en parler un peu. C'est le livre d'Eileen Gray, sur Eileen Gray, E1027. Cette codification mystérieuse correspond à un bâtiment qui est près de Villefranche-sur-Mer, donc près de Nice, et un bâtiment d'Eileen Gray tout à fait exceptionnel. Et là, cette fois-ci, ce sont les éditions du patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux, qui publient cet ouvrage très bien illustré. Daniel, peut-être quelques mots sur l'ouvrage. Très brièvement. En effet, c'est une très belle maison d'architecte, comme on qualifie aujourd'hui, à Roquebrune, Cap-Martin. C'est difficile accès. Parce que quand on connaît la région, maintenant ils ont ouvert au public, mais il faut prendre rendez-vous. C'est 2 jours, 3 jours par semaine. Enfin, le livre nous permet de nous balader dans cette maison, on dirait intacte, parce que elle a été un peu à l'abandon. L'abandon est beaucoup restauré, mais très bien restauré. Très bien restauré. Un peu comme on le travaille à côté de Malès Stevens avec Croix. Exactement. Près de Lille. Tout à fait à côté de Lille, Roubaix. Et c'est encore un exemple de la vie propre d'un livre, de cette magie-là. C'est un livre d'architecte, édition du patrimoine très scientifique, très exigeant aussi. Il y a cette composante-là importante. On voit qu'un architecte, il trouve son compte ici. Il manque peut-être des plans, mais ce n'est pas en soi un problème parce que ça allège un peu le livre. Ça ne rend pas le livre uniquement destiné à un public trop spécialisé. Et les photos sont, franchement, on n'est ni dans un livre d'architecture, ni dans un livre de décoration. Oui, on a le mobilier, on a les lignes, on a la totalité. C'est extraordinaire. Et c'est un grand aussi succès de vente. De vente. Super. Le 5e, alors, je ne sais pas si j'écorche le nom. Moi, je le dis Leili et Majnoun. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de farsi, donc je ne sais pas, de Jami, qui est donc un texte, une poésie, qui est entièrement traduite dans le livre, fait par les éditions Diane de Cellier, et illustré de miniatures d'Orient. Tu peux nous en dire quelques mots peut-être ? Oui, tout à fait. Je vais le prendre. Merci. Alors, il est lourd, il a un très beau coffret. Il a un très beau coffret. Il faut préciser que Diane de Cellier fait des éditions, du moins dans un premier temps, puisque après, elle en donne maintenant une version poche, donc des éditions d'extrême qualité. Il est toilé, il est relié, il est en coffret, et ce sont bien souvent soit des livres qui sont réalisés avec des artistes vivants à qui l'éditrice passe commande. Donc c'est un travail d'éditeur très très particulier. Elle publie très peu d'ouvrages chaque année, mais toujours de qualité absolument remarquable, traduit dans énormément de langues, et un travail tout à fait remarquable là en l'occurrence. Donc on a un texte de poésie qui est traduit et qui est accompagné donc à chaque fois de miniatures. Alors là je vais prendre persane, turque, moghole et indienne du XIVe au XIXe siècle.
Alors, la traductrice qui s'appelle Leila Anvar a également introduit le livre et nous avons deux historiens de l'art, Patrick Liegenberg, qui est professeur à l'Université de Lausanne, et Aminata Hussein Okada, qui est à Guimet, qui ont réalisé en accompagnement de chaque miniature une présentation de chaque œuvre. Et c'est un véritable travail qui accompagne non seulement la miniature correspond au texte, mais la notice, je dirais, développée, explique au grand public ce qui est contenu dans toutes ces miniatures historiques et absolument formidables. Parfait. Et Pascal, je vais te garder pour faire la présentation de chacun des livres, parce que alors là, pour les libraires, c'est tout pain béni. Il a une explication totale. Et j'ajouterais quand même que selon l'avis des spécialistes, la traduction qui est traduite de l'arabe est exceptionnelle. Exceptionnel. Très bien. Exceptionnel. Alors, Pascal, puisque tu as très bien fait ton job, on va continuer avec le dernier livre de la sélection, donc le 6e livre d'art, qui est l'art dit colon, un aspect méconnu de l'art africain, parce qu'effectivement, ce n'est pas de l'art africain, mais de l'art qui était à destination d'un public occidental, on va dire. Et c'est un livre qui est écrit par Alain Veil, aux éditions Albin Michel. Alors, je te laisse en faire la présentation. Alors là, je vais parler aussi des éditions Albin Michel en tant qu'éditeur d'art. Donc Nicolas de Cointet, qui dirige ce département dans cette maison, a un parti pris, puisqu'il y a aussi la griffe de chaque éditeur dans ses ouvrages. Et ce parti pris, c'est de toujours faire appel à un auteur ou un collectionneur. Ça peut être, en l'occurrence là, Alain Veil, qui a une collection d'art africain de cette époque, de la période coloniale, mais ça peut être aussi Laura Adler qui va écrire un livre sur les femmes. Il y a toujours une politique d'auteur qui est particulière à cette maison et qui en fait aussi l'intérêt et le dynamisme. Des maquettes toujours très contemporaines. Là, vous voyez, on est sur de l'utilisation de l'orange, de pleine page, de très belles campagnes photos, une extrême qualité de la photographie. Et donc ça, c'est un ouvrage vraiment qui n'existait pas et qui présente donc l'art de la période coloniale fait par donc une statuaire africaine, des sculpteurs africains. Et ce qui est assez amusant et intéressant, c'est qu'avec les arts premiers, donc on a eu des choses qui relèvent de l'art tribal, ce qui là n'est absolument pas le cas, mais il y a beaucoup d'ironie dans ces sculptures, puisque en fait, pour la plupart, ce sont des parodies des 10 colons de cette époque. Et donc c'est tout l'intérêt de cet ouvrage, c'est de découvrir la manière dont les sculpteurs africains ont pu détourner ces objets qui étaient à vocation d'être achetés par les colons, mais en fait, ils se moquaient un peu d'eux, ou même littéralement d'eux, dans cette statuaire. Alors, vous l'avez vu, la sélection des 6 livres d'art de cette année va vraiment sur un champ très large. On est parti des miroirs, on est passé par les miniatures persanes, on est passé par la peinture impressionniste, on a terminé sur l'art dit colon. Donc, vous voyez, le choix, le spectre est très large et avec une production 2021 tout à fait originale. Alors, on va passer à la deuxième catégorie, la catégorie des catalogues. On va essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite parce que sinon, on ne rentrera jamais en 1 heure. Alors, le premier, ce sont les animaux du roi. Je crois que le catalogue est là-bas. C'est une exposition très importante qui a eu lieu à Versailles. Le catalogue a été publié aux éditions Liénart avec le château de Versailles. La couverture montre cette très belle gazelle et à l'intérieur, il y a une quantité d'animaux représentés par tous les grands artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, en particulier Cotel, Oudry et autres. C'est un livre qui a été réalisé sous la direction d'Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic, qui sont 2 conservateurs du musée de Versailles, même si le second est désormais à Paris. Donc c'est vraiment un reflet fidèle de cette exposition, une très belle maquette et un livre tout à fait passionnant. Le deuxième, alors tu dois l'avoir devant vous, c'est le Népal. Donc c'est celui qui est complètement en bas. Ça vaut la peine de le feuilleter peut-être. Alors on va faire un peu le même travail que vient de faire notre ami Philippe, avec le Népal, qui est cet art de la vallée du Katmandou, qui est un livre qui a été publié chez Snook avec le musée Guimet, sous la direction de Nathalie Bazin. Il rappelle cette exposition qui a eu lieu au musée Guimet et qui parlait justement de toute cette production à la fois religieuse et un peu profane, mais surtout religieuse, avec des mandalas, comme on voit là, des sculptures
Et l'ouvrage, là encore, a toutes les caractéristiques d'un catalogue d'exposition rigoureux, très grandes illustrations, détails, commentaires et définitions, bien sûr, de chacun de ces objets. Le troisième catalogue est encore un catalogue du musée Guimet, mais il en vaut la peine parce que l'exposition était absolument sublime et qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver pour cause de prêts et de confinement. Et c'était cette exposition sur le Tadjikistan qui s'est tenue également au musée Guimet. C'est une autre coédition Snook et musée Guimet. Et on voit toutes les œuvres qui ont été présentées, des textiles aussi bien que des bas-reliefs, des œuvres en or exceptionnelles. Et c'est une exposition qu'on ne reverra pas de sitôt parce que ce sont des objets qui sont retournés et qui provenaient en majorité du Tadjikistan et des prêts des musées locaux. Et on peut ajouter que c'est un sujet qui est quand même inconnu, qui était inconnu. Totalement inconnu du grand public. Formidable. Le quatrième, c'est l'exposition Salammbô, dont nous n'avons pas le catalogue ici, mais on peut en parler. Puis vous imaginez, quels sont les premiers mots de Salammbô déjà dans le quartier. Je me promenais dans les rues Voilà, mais c'est la colle. En général, on aurait dû réviser avant de venir. Mais toujours est-il que c'était une très bonne initiative du Musée des Beaux-Arts de Rouen, avec Sylvain Amic, qui est commissaire de l'exposition. Le livre a été publié sous la direction de Sylvain Amic et de Myriam Morel de Leval. Cette exposition a eu 2 haltes, d'abord au Musée des Beaux-Arts de Rouen, puis au Mucem de Marseille, où l'exposition a eu aussi un très très grand succès, et elle montrait à la fois les ouvrages, l'ouvrage de Flaubert, le Salammbô, les annotations, les sources d'inspiration de Flaubert, mais aussi comment ce roman a été à l'origine d'une grande production exotico-sensuelle, on va dire, puisqu'on vantait les mérites de la belle Salammbô avec son long voile de tanit, et le catalogue est juste génial et vraiment magnifique. 5e catalogue, Les Palais disparus. Là, ça m'ennuie puisqu'il n'est pas là non plus, mais vous l'avez en incrustation sur vos écrans. C'est un catalogue qui correspondait à une exposition Mobilier National. Le catalogue a été publié par les éditions Infine et le Mobilier National, sous la direction de Thierry Sarment, qui est conservateur au Mobilier National, et qui évoquait ces fameux palais qui ont brûlé ou qui ont été détruits, en passant de Saint-Cloud jusqu'aux Tuileries, bien évidemment, et tous les décors y référents. Et je précisais, c'est une exposition qui avait été pensée dans l'année du bicentenaire de la bande Napoléon, donc c'était les palais napoléoniens. Les palais napoléoniens, tu as raison de le souligner. Le dernier, c'est Daniel qui l'a devant lui, qui est ce catalogue de l'exposition Bérard, une exposition qui raconte bien évidemment la vie de Christian Bérard, l'ami de Coquenot, qui a fait à la fois des décors de théâtre, vous les voyez sous vos yeux, de l'illustration, des paravents, beaucoup donc de tableaux, de portraits, de dessins de mode. Et cette exposition s'est tenue au Palais Lumière d'Évian, et elle aura une deuxième vie, cette exposition Bérard, puisqu'elle sera reprise cet été à Monaco. Donc, ça sera l'occasion de reparler à nouveau de Bérard, puisque le nouveau musée de Monaco en fait une deuxième mouture avec un deuxième catalogue, puisque les objets sont les mêmes, mais les axes de discussion sont différents. Alors là, c'est le catalogue de Évian, qui a été publié par les éditions Sylvana, avec bien sûr le Palais Lumière, et le catalogue a été publié sous la direction de Jean-Pierre Pastori, et de William Saadet, qui est le directeur du Palais Lumière et qui s'occupe de toute cette programmation. Donc là, on voit défiler effectivement les œuvres qui étaient exposées au Palais Lumière et qui vont arriver à Monaco pour l'été. Avec beaucoup d'œuvres inédites qui ont été prêtées par une collectionneuse, Catherine Noir, qui a une collection que l'on a découverte justement d'œuvres de Bérard, qui est passionnée. Donc oui. Vous voyez là encore 6 catalogues d'exposition très différents les uns des autres, des animaux du roi jusqu'à Christian Bérard, il y a un monde, finalement pas beaucoup de contemporains. Pas beaucoup de contemporains, mais j'espère que l'année prochaine, il va falloir remettre un petit peu de contemporains dans voilà. tout ça. Mais c'est vrai que ce jury qui est, effectivement couvre le grand spectre est peut-être moins axé sur le XXe siècle, mais on va certainement. Je rappelle que le premier prix du catalogue était pour une exposition de la Fondation Cartier à Nous les arbres. Ah oui, tout à fait. Qui avait fait l'unanimité. Alors moi, je tiens à souligner là encore autre chose, c'est le choix
de ne pas se focaliser sur les expositions parisiennes. Alors certes, on a les Animaux du Roi qui étaient à Versailles, mais il y a beaucoup de catalogues qui correspondent à cette activité très importante des musées de province, comme Bérard à Évian, comme qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure, Salammbô entre Marseille et Rouen. Donc c'est bien aussi d'encourager ces catalogues d'expositions que les Parisiens n'ont pas toujours l'occasion d'aller voir, mais dont le catalogue va rester le dernier témoignage, le seul témoignage. C'est tout ce qui restera, et c'est Oui. véritablement aussi pour ça que le prix est en région. Oui. Comme il l'était dans sa première vie, comme il le reste dans la seconde, c'est pour que à Paris, il y a beaucoup de choses possibles. Les musées, et là, c'est beaucoup plus éclaté en région, et alors là, en Corse, encore plus. On a passé la Méditerranée, et c'est vrai que les éditeurs sont très aux côtés de ce prix, très présents. On l'a dit tout à l'heure qu'il y avait énormément d'ouvrages qui avaient été reçus par le jury, et pour eux, c'est très important de mailler et de travailler avec tout le territoire. Alors, c'est là où il nous manque la fanfare. On aurait un roulement de tambour pour annoncer les résultats, ça serait pas mal. Mais on va faire comme s'il y avait un roulement de tambour. Je ne sais pas lequel veut annoncer les résultats. Philippe, comme il a déjà commencé, peut-être il va commencer avec le prix du livre d'art, qui était l'heureux gagnant. Donc, ce sont les porcelaines chinoises du Palais dos Santos Voilà. de Lisbonne qui, voilà, il faut savoir que tout ça est la suite de discussions riches, chacun donnait ses arguments pour convaincre les autres, mais voilà, enfin c'est un... Donc c'est ce livre publié aux éditions Liénard qui a donc le prix du livre d'art de cette année. Tout à fait. Alors, le jury vote à bulletin secret, à plusieurs tours. Donc, il y a véritablement une indépendance absolue de chaque juré. Je vais juste redonner quelques petites indications. Cet ouvrage fait 480 pages, donc c'est véritablement une somme. Il est relié, le papier est très très beau, il y a de belles gardes, un tranche-fil. Donc, c'est un ouvrage soigné, et ça montre aussi que le jury s'intéresse à ce type de détails. Il est publié donc par le Musée des Arts Esthétiques et les éditions Liénard. Et le graphiste qui a fait ce graphisme très très soigné s'appelle Christophe Ibach, et il vient du studio de graphisme Tauros. Très bien, très bonne remarque, et c'est bien de souligner aussi qui sont ces gens de l'ombre, souvent qu'on oublie, qui sont les graphistes des catalogues, Des et des catalogues, livres. et qui font Voilà. en matière d'art, qui font un véritable travail de création, d'accompagnement. Il y a aussi une campagne de prise de vue exceptionnelle des 272 pièces spécifiques pour ce livre. Et alors, il faut juste un dernier truc, c'est l'année du Portugal, mais ça n'a pas rentré En ligne de compte, d'accord. Alors, deuxième roulement de tambour, maintenant on veut savoir quel est le catalogue qui a reçu les honneurs du jury. Alors, quel est le gagnant de cette année? Salammbô. C'est Salammbô. Salammbô. Alors, encore une fois, nous n'avons pas le Salammbô. livre, on ne peut pas vous le beau feuilleter catalogue. devant Mais nous. il sera à l'écran. Donc, c'était l'anniversaire, si tant est qu'on puisse fêter ce type de choses, de la naissance de Flaubert, et d'où l'idée de cette exposition. 334 pages, toilé, un tranche-fil, donc à nouveau un très très bel ouvrage, très très travaillé, avec une très belle maquette. Il a été édité par les éditions Gallimard, et sous la direction de Nathalie Bayeux, avec un graphisme de Sarah Martinon. Donc là aussi, un très très beau travail. Très bien, formidable. Et il faut signaler d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'expositions liées à la littérature. J'ai vu, moi, la semaine dernière, l'exposition Nadja, qui est au Musée des Beaux-Arts de Rouen aussi, comme ils avaient fait Salammbô. Et je trouve que c'est très original de faire ce lien entre l'écriture et les œuvres d'art plastique, soit qui ont servi d'inspiration, soit qui vont découler finalement de ces livres. Alors, D'ailleurs. comment? Proust, d'ailleurs, excusez-moi. Proust, eh oui, Il y bien a le sûr, merveilleux en ce catalogue. moment. Ah ouais. Eh oui, bien Tout à sûr. fait. Mais il n'est pas dans la sélection, puisque là, nous Hors sommes concours, sur... Proust. Et voilà, c'est hors c'était pas concours. encore, c'était pas encore. On le verra peut-être l'année prochaine. Alors, il faut rajouter là-dessus qu'il y a un prix spécial du jury, Absolument. alors qu'il annonce... Alors, Leïla et Majnoun de Diane de Sellier. J'ai oublié de dire tout à l'heure que cet ouvrage remarquable avait reçu l'aide du Centre national du livre, du CNL, ce qui déjà prouvait qu'il avait un intérêt majeur. Donc, il y a eu une aide de la Fondation
et du Centre national du livre pour arriver à venir à bout de cette traduction et de cette édition remarquable que le jury a souligné. Et je précisais, ici, il a eu un prix spécial, c'est qu'il ne correspond pas à 100% aux critères du prix, parce que c'est une traduction, même s'il y a des commentaires, de la recherche, etc. Il est plutôt, si on le gardait dans la catégorie des beaux livres, peut-être plus que du livre Voilà. d'art. Hein. Mais comme il nous a quand même, nous avons tous été séduits par ce livre, nous lui avons donné un prix Prix spécial. Et alors, j'en profite aussi. Ce jury s'adapte, c'est ça que Voilà, je voudrais dire. c'est bien, c'est bien. c'est bien. C'était un prix du livre étranger. Ouais. Avec le Covid, il n'y a plus de livre étranger qui nous soit arrivé. Donc, on a créé ce prix spécial que nous allons certainement conserver puisque ça permet justement de sortir des critères rigoureux du prix du livre d'art ou du catalogue. Et ce prix spécial est d'autant plus judicieux que les éditions Diane de Sellier fêtent cette année leurs 30 ans d'existence et que c'est une maison remarquable qui est spécialisée dans les grands textes de littérature illustrés par les plus grands peintres et qu'elle publie chaque année, Diane de Sellier publie chaque année au moins un grand ouvrage de ce type. Donc pour ces 30 ans, c'est un beau cadeau que vous lui faites. Merci à tous de votre enthousiasme, de votre efficacité, puisque j'imagine que voilà, ils vont avoir une deuxième vie en librairie désormais, ces 4 ouvrages. Et Michel, on te laisse le mot de la fin. Donc Guy, Pascal, Philippe, Daniel, merci beaucoup pour ce voyage absolument délicieux que nous avons parcouru avec vous, ces découvertes, ces réalisations exceptionnelles et un message tout particulier à nos amis libraires et bibliothécaires pour les inviter à promouvoir, à faire tout le rayonnement possible pour ces ouvrages qui sont essentiels dans la connaissance, dans la découverte et dans ce parcours artistique auquel nous sommes tous attachés. Bonne lecture, bonne mise en avant et surtout, bel été à chacun d'entre vous. À bientôt.